Alors, les objectifs de cette table ronde sont assez simples. Il s'agit de vous fournir le plus d'informations possible sur le contexte économique et boursier pour identifier, avec nos intervenants, des opportunités d'investissement pour la fin de l'année 2015. Le contexte macroéconomique et boursier a été extrêmement riche cet été, ces dernières semaines, il l'est encore aujourd'hui. Il va nous servir de fil rouge pour cet échange. Un contexte incertain. On a l'indice CAC 40 qui, après avoir été au plus haut depuis 2008, a reflué sur ses niveaux d'avant QE, donc ces niveaux de janvier. L'euro au plus bas depuis 2003, remonté autour des 1,15 il y a quelques jours. Le pétrole qui, lui, semble durablement installé sous les $50. Un niveau, c'est vrai, où assez peu d'analystes, finalement, il y a encore quelques mois, il y a un an à peu près, ou lors de notre dernier salon des produits de bourse, l'imaginer de manière durable. Donc un contexte riche et évidemment beaucoup de choses à dire. Donc merci beaucoup pour votre présence ce soir. Et on commence tout de suite avec vous, William, si vous le voulez bien, peut-être un mot d'introduction sur que pouvez-vous nous dire du contexte économique mondial à l'heure actuelle. Nous voyons d'un côté les États-Unis et leur reprise, on en parlait tout à l'heure avec Gérard, l'Europe dont on ne sait pas vraiment si la reprise sera durable, bien sûr les pays émergents qui ont fait l'actualité au mois d'août et au premier rang desquels la Chine qui inquiète les investisseurs. Donc que pouvez-vous nous dire sur ce contexte ? On note une dispersion entre le comportement économique des grandes régions, des grands pays. Et cette dispersion a plutôt tendance à se creuser davantage. Ce qui est affiché à l'écran est une carte thermique. C'est un peu un tableau pointilliste. C'est l'intention. Vous avez... En horizontal, vous avez les différents mois. Donc, il faut regarder la dernière ligne, donc en bas. Et les colonnes, ce sont des pays. À gauche, vous avez plutôt les pays développés. À droite, vous avez les pays émergents. Ce qui importe, c'est que quand la couleur est rouge ou rose, on est au-dessus de la moyenne en termes de comportement cyclique de l'économie. Donc, la croissance est plutôt bien orientée. Lorsqu'on est en bleu clair ou bleu foncé, on est plutôt en ralentissement. Le point qui est important à souligner, c'est que lorsqu'on regarde le passé récent, il y a moins de rouge que par le passé, un peu plus de rose. Et également, on voit l'apparition de taches bleues ou bleu clair. Donc, quelque part, ça montre qu'il y a eu un certain ralentissement de la croissance sur une toile de fond d'une économie mondiale qui est toujours bien orientée, mais quand même avec une dispersion aussi qui se creuse. Et c'est le résultat surtout d'un ralentissement en Chine, d'un ralentissement dans les pays émergents, avec notamment des pays comme la Russie et le Brésil qui sont en récession, ce sont quand même des pays qui ont un poids important. Et ça crée un certain défi pour l'économie américaine. D'ailleurs, c'est pour cette raison que, la raison principale pour laquelle la Réserve fédérale a laissé inchanger ses taux, et même au niveau européen, ça crée un certain souci pour de grandes valeurs qui sont de grandes sociétés qui exportent une partie importante de leur chiffre d'affaires. Alors, dans ce contexte, je m'adresse à vous peut-être François, dans ce contexte, l'actualité majeure du côté boursier, ça a été évidemment la crise chinoise cet été. Un mot d'introduction aussi là-dessus peut-être. Quel regard avez-vous porté chez Investir sur cette crise boursière chinoise ? Il y a deux niveaux sur la crise chinoise. D'abord, il y a l'impact boursier et il y a aussi la situation économique. Au niveau boursier, je pense qu'on en fait beaucoup parce qu'on parle de krach, mais il n'y a pas vraiment de véritable raison de s'inquiéter. Alors c'est vrai, le CSI 300, qui est l'équivalent du S&P 500 américain, donc ça regroupe les 300 plus grandes capitalisations chinoises. Cet indice a perdu à peu près 40% par rapport à son plus haut. Donc ça peut faire peur, mais si on regarde par rapport au début de l'année, on est sur une baisse de 7 ou 8%. Et quand on regarde depuis un an, c'est un indice qui avait gagné 150%.
Donc il y a un dégonflement, mais on ne peut pas parler véritablement de situation catastrophique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le risque de contagion boursier, il est extrêmement faible, parce que la bourse chinoise, c'est un marché extrêmement fermé, avec seulement, on estime à peu près à moins de 2% d'actionnaires étrangers sur des valeurs chinoises. Donc le risque de contagion ou des grands gérants anglo-saxons qui auraient perdu beaucoup d'argent sur la Chine rapatrieraient leur argent ou vendraient des actions américaines ou européennes pour éventuellement compenser les pertes, ça c'est un système qu'on ne verra pas. Alors qu'on aurait pu le voir lorsqu'il y a un crack aux États-Unis ou en Europe, etc., où il y a vraiment des flux pour compenser des zones de perte. Donc il n'y a pas de risque boursier. En revanche, c'est le symptôme d'un vrai ralentissement chinois. On était pendant une décennie sur une croissance à 2 chiffres. Là, on a un gouvernement qui nous prédit toujours près de 7%. Tout le monde est quasiment persuadé que ce chiffre il est un petit peu faux, voire totalement faux. Simplement, on est incapable de dire si c'est 6, si c'est 5, si c'est 4, si c'est 3. Donc on a extrêmement peu de visibilité sur le marché chinois. Simplement, on observe que ça ralentit probablement un peu trop fort. Alors il y a des gens qui sont optimistes, qui disent c'est normal qu'on a un petit peu peur, il y a une baisse de la consommation d'électricité, mais c'est parce que la société est en train de se transformer, c'est moins une société industrielle, mais c'est davantage des activités de services qui prennent la relève, et donc ce sera peut-être pas 7% de croissance cette année, mais plutôt 6,5%. Et il y en a d'autres qui disent non, c'est beaucoup plus grave. Donc, dans le doute, quand on est un investisseur, il faut mieux s'abstenir. Et ça provoque, bien sûr, ce qu'on peut voir en bourse, même sur des valeurs européennes. C'est-à-dire que toutes les sociétés qui sont exposées fortement au marché chinois, eh bien, elles sont plutôt sanctionnées. Parce que même si ce sont des sociétés qui vont continuer à délivrer une croissance relativement forte, cette croissance, elle sera moins forte que par le passé. Et donc, on a des flux, des arbitrages assez violents dans les portefeuilles où les investisseurs privilégient de plus en plus des sociétés dites domestiques, c'est-à-dire françaises ou européennes, au détriment des valeurs dites internationales. Et il faut voir aussi que les valeurs dites internationales ont enregistré un parcours depuis les années 2000 assez exceptionnel. Donc il y a des prises de bénéfices qui se font en toute logique. Alors, on reviendra sur la dimension macroéconomique chinoise avec William juste après, mais là, je m'adresse à Nathalie, à la stratégiste, et à ce qui s'est passé cet été, évidemment, parce qu'il y a eu malgré tout une réaction très forte sur les marchés européens et américains. Est-ce que vous avez considéré à ce moment-là que cette réaction était injustifiée ou qu'il y avait une surréaction de la part des investisseurs ? Oui, absolument. On peut qualifier les bons nombres d'évolutions sur les marchés, pas seulement sur les bourses d'ailleurs, de réaction excessive à ce qui s'est passé sur le marché chinois. Excessive d'abord, bizarrement, parce que les enquêtes auprès des investisseurs finaux, comme les gérants d'actifs que nous sommes, montraient que ces investisseurs finaux n'étaient pas particulièrement surexposés au marché boursier dans leur ensemble. La baisse a été amplifiée par ce qu'on peut qualifier, pour simplifier, de fonds spéculatifs, notamment ceux qui opèrent sur les contrats à terme. La baisse a été indiscriminée entre valeurs et secteurs. On aurait pu penser qu'il y avait un tri qui serait fait, ça n'a pas été le cas. Ça a été vraiment une baisse indiscriminée. Et enfin, la volatilité a été très importante. On n'est pas revenu sur des niveaux records en termes d'indice de volatilité, mais la variation de cette volatilité, je dirais, il faut aller chercher un petit peu loin, mais cette variation de cette volatilité a été sans précédent. Donc vraiment, on peut qualifier ces réactions de quasiment épidermiques. Et il faut dire aussi que pour un crack, l'indice Standard & Poor's a quasiment récupéré aujourd'hui la moitié de ce qu'il avait perdu pendant cette baisse. Donc ça aussi, c'est finalement la preuve qu'on était allé trop loin dans cette baisse. Alors, François nous disait tout à l'heure qu'on ne pouvait pas savoir finalement si on était à 3, 4, 5 ou 6 ou 7 peut-être même % de croissance en Chine. Là, je m'adresse à vous, William, mais pour le point de vue de l'économiste, justement. On a beaucoup parlé de l'atterrissage de l'économie chinoise qui devait venir. Il semblerait qu'il soit là. La question est de savoir si ce sera un atterrissage en douceur ou un atterrissage un peu plus brutal. Excellente question. L'atterrissage, il a commencé il y a déjà quelques années. Il continuera, il est long et lent. Mais l'avion ne va pas s'écraser. Alors là, je vais donner un peu plus de couleurs et d'éléments. Là, derrière, vous voyez le bâtonnet vert qui montre donc qu'il y a eu ce ralentissement tendanciel qui a été entamé il y a déjà plusieurs années. Donc ça, disons, c'est la tendance lourde. La question que ça provoque, bien évidemment, c'est où est-ce que ça va s'arrêter.
Et on est quand même dans une économie qui, dans son ajustement structurel, est confrontée à un certain nombre de défis, mais également d'un certain nombre de caractéristiques qui montrent que c'est une économie qui vraiment devient de plus en plus sophistiquée. Concrètement, par exemple, les coûts salariaux unitaires, concrètement, c'est la variation des salaires, la croissance des salaires tenant compte des gains de productivité. Et ces coûts salariaux ont plutôt tendance à monter. Donc c'est un pays qui, au moins dans certaines parties, devient relativement riche. Ça crée un souci de compétitivité. Il y a certains pays asiatiques, Philippines, Thaïlande, Vietnam, qui, pour certaines activités, sont déjà plus compétitifs. Il y a le problème de l'endettement qui est très élevé, la dette domestique à l'intérieur du pays. Hors secteur bancaire, ça représente 200% du PIB. C'est beaucoup. Ce n'est pas un record international, mais c'est beaucoup. Ça veut dire en fait que la réactivité de l'économie aux impulsions monétaires, aux baisses des taux d'intérêt, que cette réactivité n'est plus ce qu'elle a été il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Il y a eu un investissement excessif. Face à ces défis, on peut être perplexe, inquiet, on peut avoir des cauchemars même, mais il est important de souligner un certain nombre de choses. C'est que, la stratégie des autorités chinoises, c'est une stratégie de très long terme. Moi, j'aurais du mal à accepter que face à un défi cyclique de court terme qui est réel, qu'on baisserait les bras et qu'on laisserait en quelque sorte le train sortir des rails. Là, vous pouvez dire, oh, c'est rassurant, mais concrètement, comment est-ce qu'on s'y mettra? Il y a plusieurs choses. Il y a le volant de manœuvre qu'il y a au niveau politique monétaire et qui consiste surtout à autoriser les banques à augmenter l'offre de crédit en baissant les coefficients de réserve obligatoires. 2, il reste encore un certain potentiel de baisser les taux, mais il n'est pas trop grand. 3, il y a surtout au niveau budgétaire encore une marge de manœuvre très considérable. La dette publique en Chine, elle est à peu près de 50%. Pour rappel, la grande majorité des pays en zone euro ont des dettes publiques au-delà de 90%. Donc là, il y a beaucoup de marge de manœuvre. Vous allez dire, OK, mais si c'est tellement facile, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'élan? Sur cela se greffe une autre problématique qui est que il y a donc cette fameuse guerre contre la corruption, parce qu'il y a eu des exagérations, etc., qui est menée et qui entame la possibilité d'effectuer des changements en termes de politique économique. Concrètement, par exemple, il y a de l'argent qui a été mis à disposition au niveau central, à disposition aux autorités locales, mais donc une faible partie est utilisée simplement parce que ceux qui, sur le plan local, sont au pouvoir, ils ont peur. Ils ont peur qu'un jour, quelqu'un viendra frapper à la porte et viendra demander « Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ou à un autre moment ?» Donc là, ils n'osent pas trop prendre de risques. Donc du coup, il y a un souci de l'efficacité, de la rapidité, de l'implémentation des mesures de politique économique. Mais il y aura encore des mesures et nous estimons que quelque part au printemps, plutôt le milieu 2016, qu'on verra un changement de cap et qu'on verra une amélioration. Entre-temps, il faut patienter. Ce qui complique la donne, et je ne sais pas si d'un point de vue vidéo vous m'y autorisez, mais je voudrais me rapprocher de l'écran, ça va? Le problème fondamental chinois, il est représenté ici. C'est-à-dire qu'il y a 4 variables qui s'influencent mutuellement en permanence. En haut, vous voyez la preuve de détermination dans la conduite de la politique économique. Est-ce qu'on est clair, affirmatif, déterminé, est-ce qu'on est crédible? En bas, vous avez les données économiques. Est-ce que l'économie continue à ralentir ou est-ce qu'il y a plutôt un creux qu'on a atteint? On ne l'a pas encore atteint. Le vrai sujet, ce n'est pas quel est le vrai taux de croissance. Le sujet en Chine, c'est est-ce que ça se ralentit
où ça va atteindre son creux. Et puis, il y a deux facteurs qui retiennent toute l'attention. C'est la bourse, vous en avez parlé, et c'est le comportement de la devise à cause de la dévaluation qui a alimenté une crainte que la dévaluation n'est qu'une première étape dans une politique structurelle qui cherche à rendre compétitifs les exportations chinoises. Et sur ces deux variables, la bourse et le taux de change, on peut les suivre au quotidien. Et donc, dès que la bourse baisse un peu, on se dit « Oh là là, l'économie chinoise entre dans le décor ». Dès que la devise nécessite un peu d'intervention sur le marché des changes, on se dit « Oh là là, ça ne va pas marcher ». Donc, il y a un équilibre qui, pour l'instant, est très, je dirais, fragile surtout d'un point de vue psychologique. Je pense que les opérateurs de marché partout dans le monde ont plus peur des fondamentaux que ce ne sont les fondamentaux qui posent problème. Donc c'est plutôt la crainte qui pose problème que les fondamentaux eux-mêmes. Mais donc il y aura des mesures, et notamment il faut suivre de très près donc, les annonces en termes de politique budgétaire surtout, politique monétaire mais surtout budgétaire. Et puis il y a une autre échéance qui est cruciale et qui est donc la décision que doit prendre le Fonds monétaire d'un éventuel élargissement du panier des droits de tirage spéciaux. Là, c'est une sorte de devise artificielle qui a été créée. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais où on estime donc que vraisemblablement la devise chinoise va être intégrée dans ce panier. Ceci devrait créer une attente qui aurait des flux de capitaux vers la Chine et que du coup devrait permettre une stabilisation. Vous avez remarqué que j'utilise beaucoup de conditionnels parce que bon, il n'y a pas de certitude dans la vie, on l'a déjà entendu il y a quelques minutes. Mais donc, en principe, il y a un volant de manœuvre, il y a des décisions importantes à suivre au niveau Fonds monétaire. Voilà. Mais il est clair que cet équilibre que j'ai esquissé est un équilibre qui est fragile et donc du coup il y a beaucoup de nervosité qui continuera à régner pendant quelques mois encore. Alors la nervosité justement, elle a été alimentée donc par la Chine, à tort ou à raison cet été. Là je m'adresse à vous François. Au sein de la rédaction d'Investir, avez-vous identifié d'autres risques qui pourraient peser sur la reprise économique et boursière ? Il y a plusieurs risques, mais juste un mot sur la volatilité. C'est vrai quand on est un investisseur, on a le sentiment qu'il y a un retour de la volatilité, mais il faut voir que ce qui n'était pas normal, c'est les 3 années précédentes où il y a eu une grosse intervention de la Banque centrale américaine et qui a fait énormément baisser la volatilité sur le marché des actions. Mais quand on regarde historiquement le CAC 40, on a en moyenne, depuis la création du CAC 40, depuis fin 87, on a une séance sur 10 où le CAC 40 varie de plus ou moins 2%. Donc la volatilité sur les marchés, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de la bourse. Donc il y aura toujours, je pense, de la volatilité. Ceci étant dit, oui, des risques, il y en a plein. Ce qu'il faut quand on choisit des actions, c'est détecter les bonnes affaires, mais éviter quelques pièges. Et des risques, il y a le risque de taux. Là, on a vu que la Fed finalement repoussait sa hausse de taux. Inévitablement, elle va devoir réarmer son arme monétaire pour faire face, parce que dans quelques années, les États-Unis vont retomber en récession, il y a des cycles, et là ils sont quasiment en vitesse de croisière, mais on estime que fin 2017, à nouveau, il y aura une récession aux États-Unis, et donc si les États-Unis arrivent sans avoir réarmé leur arme monétaire, ils n'auront plus de munitions, et donc là, ça c'est un risque quand même qui est assez important. Il y a le risque, bien sûr, chinois, qu'on a du mal à quantifier parce que c'est quand même 10% du PIB mondial. Donc, bien sûr, quand la Chine éternue, ça peut faire mal au niveau économique, pas au niveau boursier. Il y a le risque brésilien, c'est moins médiatique, mais là aussi, il y a un impact sur les actions. On le voit avec Casino qui a fortement été chahuté parce qu'il gagne à peu près 50% de ses profits au Brésil. Et Edenred, c'est 44%. Donc, le Brésil, c'est quand même la 7e puissance économique mondiale. Et elle est en récession. Ça fait 2 trimestres d'affilée que la croissance est négative et on le voit qu'il y a des problèmes aussi politiques qui se greffent là-dessus et donc l'avenir du Brésil est un peu sombre. Il y a le risque aussi politique cette fois en Europe parce qu'on a quand même des élections en Grèce dimanche. On va avoir des élections fin novembre, les élections législatives en Espagne. Donc bien sûr, ça va créer un petit peu d'instabilité dans la zone euro. Mais je pense que la bourse est capable de surmonter tout ça.
il faut voir, et c'est ça qui est quand même fantastique dans la bourse, c'est que la bourse, c'est quand même quasiment un animal ou un phénix qui arrive à renaître de ses cendres ou à s'adapter à n'importe quelle situation. On le sait que même pendant des périodes de guerre, eh ben, la bourse est capable de progresser. Et là, on a la bourse qui souhaite la victoire de Tsipras, alors qu'il y a quelques mois, Tsipras faisait peur, tout le monde se disait tiens, ça va faire chuter l'euro. Et là, aujourd'hui, la bourse elle a commencé à connaître le personnage. Et aujourd'hui, on souhaite, tous les investisseurs souhaitent que Tsipras soit celui qui gagne des élections en Grèce. Donc, comme quoi, on voit la bourse est capable de s'adapter à tout. Mais ça crée un petit peu d'instabilité. Tout ça, ça peut peser, et ça va peser quand même sur le moral des investisseurs, bien sûr, mais aussi des entreprises, des chefs d'entreprise qui, eux, quand ils ont eu un peu de risque, eh bien, ils investissent un petit peu moins. Et l'investissement, on le voit aujourd'hui, c'est ce qui a du mal à redémarrer. Et donc, bien sûr, la croissance économique mondiale, eh bien, elle est quand même un petit peu révisée à la baisse. Le FMI, en avril, estimait que la croissance économique mondiale, ce serait à peu près 3,5% au titre de cette année. Là, elle a revu en juillet à 3,3%. Dans quelques jours, elle devrait encore le revoir à la baisse. Donc on le voit, la croissance quand même économique mondiale, eh bien, elle faiblit un petit peu du fait des émergents. Et les États-Unis, là, Janet Yellen a annoncé qu'elle revisait à la hausse sa prévision de croissance pour cette année, mais pour l'année suivante, elle la révise à la baisse. Donc on le voit, la croissance économique mondiale, on est quand même sur une croissance qu'on peut appeler de molle. Et donc il va falloir s'adapter à cet environnement. Alors, Janet Yellen, justement, et l'annonce de la Fed, on ne pouvait pas ne pas en parler. Avant de passer à la BCE et à l'impact du QE, je m'adresse à vous, Nathalie, sur la Fed. On attendait beaucoup, les opérateurs étaient évidemment tous très, très, très concentrés sur ce qui allait être annoncé à 20h, et puis finalement, c'est le statu quo. Alors, quel impact pour l'économie américaine, pour les marchés ? Alors, sur la décision de ce soir, on va laisser la poussière retomber et attendre la fin de la conférence de Janet Yellen. Mais on peut quand même donner quelques éléments. Il est probable que si les États-Unis avaient été une planète isolée du reste du monde, la Fed aurait remonté ses taux ce soir, puisque le premier paragraphe qui est consacré, du communiqué officiel qui est consacré à l'analyse de la situation économique aux États-Unis a plutôt un ton plus positif qu'auparavant. En revanche, dans le second paragraphe, la Fed évoque volontairement les risques, là encore, qui proviennent du comportement économique et financier lié à l'extérieur. Et donc c'est bien ça qui a motivé leur décision ce soir. Mais encore une fois, je ne pense pas que Janet Yellen ait fini de parler à cette heure-ci. Je disais de laisser retomber la poussière. Les premières réactions que moi j'ai vues sur les marchés, ça a peut-être changé depuis, c'est une baisse du dollar. Et paradoxalement, une légère baisse de la bourse américaine, du Standard & Poor's. C'est peut-être reparti dans l'autre sens à l'heure actuelle. Mais donc il y a l'idée, si la Fed n'a pas remonté ses taux directeurs, c'est peut-être qu'elle a une grande inquiétude, plus grande que nous, sur la croissance à venir. Et donc c'est peut-être pas la meilleure décision qui a été prise ce soir. Mais bon, encore une fois, il y a les économistes qui parlent beaucoup et il y a les banquiers centraux qui décident et qui ont les pleins pouvoirs. Donc c'est bien eux qui mènent la politique monétaire. Et sur les effets économiques d'une hausse des taux dans ce cycle très particulier dans lequel on est, où la croissance est effectivement molle, on est depuis le début de la reprise à 2,2%, ce qui est nettement inférieur à ce qu'on avait auparavant dans les phases d'expansion. Ça m'a paru intéressant, plutôt que de me lancer dans un grand développement économique devant William, de regarder dans un article une réflexion du responsable d'une grande chaîne de concessionnaires automobiles aux États-Unis, parce que l'automobile est évidemment le deuxième poste d'achat fait à crédit après le logement. Et ce monsieur, dont je n'ai pas noté le nom, disait « Je ne me souviens pas que nous ayons eu une seule réunion où on s'est assis autour de la table pour dire « Mais qu'est-ce qu'on va faire quand la Fed va remonter ses taux, si la Fed remonte ses taux de 0,50 ou 1% dans les 12 mois qui viennent ?» Donc, pour eux, pour les concessionnaires automobiles, c'est un non-sujet dans la mesure où les taux sont très bas, les taux vont rester bas, la remontée des taux sera très graduelle. Là, je crois que je peux faire une prévision sans risquer de trop me tromper que Janet Yellen va répéter l'adjectif graduel et l'adverbe graduellement dans son discours. C'est vraiment l'idée, on y va très doucement, on y va très prudemment et on regarde l'évolution économique donc aux États-Unis et aussi autour de nous. Merci beaucoup Nathalie. William, je ne sais pas si vous voulez nous dire un mot peut-être sur ce graphique que vous nous avez proposé. Le graphique illustre ce que vient de dire Nathalie, mais il faut l'inverser. Donc je m'explique. Le petit exercice auquel on s'est livré, c'est on se demandait
quand une banque centrale resserre la première fois, est-ce que c'est un facteur de soulagement parce que ce resserrement manifeste une confiance que l'économie a besoin d'un taux d'intérêt plus élevé que peut résister à un resserrement monétaire? Donc c'est un facteur de soulagement, ou c'est plutôt un facteur d'inquiétude où les opérateurs vont dire « Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous tombe sur la tête ?» Un peu comme les concessionnaires qui disent « Voilà, c'est pas un sujet ». Et une manière pour analyser ça, c'est tout simplement de regarder le comportement boursier à l'approche d'un premier resserrement et puis de regarder comment ça se comportait après. Pourquoi? Parce que si la bourse monte, ça veut dire qu'il y a une sorte de soulagement, qu'on voit ça comme un signe de confiance qu'a la Banque centrale dans la robustesse de la croissance économique. En revanche, si la bourse devait baisser, ça voudrait dire qu'il commence à y avoir un petit moment de panique où on se dit que la reprise sera tuée, pour le dire d'une manière dramatique, par ce resserrement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 5 banques centrales, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, la Bundesbank, suivie de la Banque centrale européenne. On a regardé tous les cycles de resserrement monétaire de 1990 et on a pris le premier resserrement de chaque cycle pour chaque banque centrale. Au total, il y a 21 observations et la ligne verticale qui est en plein milieu montre donc la veille du premier resserrement. Et la ligne montre le comportement boursier avant ce resserrement et puis après le resserrement. Et vous voyez que la pente elle est positive, donc ça veut dire que le marché, à l'approche du premier resserrement, monte, et après le premier resserrement, continue à monter. Ce qui illustre cette idée qu'il y a une sorte de soulagement, qu'on voit confirmation dans la confiance qu'a la Banque centrale au niveau de la croissance économique. On se dit, on peut aussi y aller, on va acheter des actions parce que la croissance va durer. Et donc ce qu'a dit Nathalie avec la baisse de la bourse l'illustre, parce que comme il n'y a pas de resserrement, on se dit peut-être que la Réserve fédérale est même plus inquiète qu'elle ne fasse apparaître dans son discours. Maintenant, avant de commencer à acheter des stratégies turbo call ou je ne sais pas quoi, qui sont des stratégies très intéressantes, c'est très intéressant pour vraiment qui veut faire un market timing très judicieux et puis il faut que ça vaille la peine. Il y a un point auquel je voudrais attirer votre attention, ce sont les zones bleues. La zone bleue montre qu'il y a quand même une assez grande dispersion en termes de comportement. Donc parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est pour cette raison que moi j'utiliserais, ce n'est pas un conseil d'investissement parce que je ne suis pas autorisé à donner des conseils, mais j'irai pour une stratégie call plutôt que de prendre le risque à la hausse et à la baisse. Il y a une assez grande dispersion, donc ça montre que parfois ça ne marche pas, mais en moyenne, et ça c'est clair, en moyenne, la bourse monte. C'est important à garder en tête, parce que comme il n'y a pas de resserrement aujourd'hui, on parle de l'hypothèse que le resserrement interviendra au mois de décembre. Donc là, vous savez déjà ce que vous devez faire à l'approche de Noël. Et vous vous formerez évidemment à l'utilisation des turbos. Si vous souhaitez mettre en place ce type de stratégie, on a tous les moyens pour vous y former. Un mot, François, peut-être sur la BCE qui lutte contre le risque de déflation. Depuis un certain temps, on a vu ce QE en début d'année, malgré tous les marchés boursiers revenir à leur niveau d'avant QE, ou en tout cas aller les chercher. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le risque de déflation est écarté? Et surtout, quels seraient les secteurs ou les valeurs qui seraient les plus impactés par une éventuelle déflation si elle devait intervenir? Alors là, il y a deux questions. La première, c'est est-ce que le risque de déflation est écarté? J'ai envie de dire non, mais ce n'est pas inquiétant. Non, parce que la BCE fait un formidable travail, mais en face, il y a un effondrement des prix de l'énergie et des matières premières en général, parce que la Chine consomme moins. Et ça, bien sûr, ça fait baisser les prix. En revanche, si on retraite les matières premières, si on retraite les prix de l'énergie, eh bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir au niveau de l'inflation. On le voit, les crédits dans la zone euro repartent et donc les signaux sont plutôt positifs. Après, si jamais on a une inflation, c'est mauvais pour tout le monde. Parce que qui dit inflation dit moins de chiffre d'affaires.
Et lorsqu'il y a moins de chiffre d'affaires, eh bien sûr, ça pèse sur les marges, ça pèse sur les bénéfices. Et les bénéfices, c'est ce qui génère, c'est le carburant de la bourse. Donc l'impact, il est forcément négatif. Encore une fois, ce n'est pas une hypothèse que je retiens. Et c'est négatif. Et les secteurs les plus touchés aujourd'hui par ce risque de déflation, bien sûr, c'est l'énergie, parce qu'il y a déjà une forte baisse des cours de l'énergie. Donc c'est tout ce qui est les EDF, GDF Suez, Total et le parapétrole, bien sûr, la distribution, les concessions. Donc ce sont les activités ou les secteurs les plus touchés. Et les secteurs qui sont, on va dire, relativement épargnés, ben c'est tout ce qui est, ce sont les secteurs où il y a du pricing power. Donc je pense bien sûr au secteur de la santé, qui est aujourd'hui, quand on regarde inflation, déflation, qui est le secteur le plus épargné. Et on reviendra un peu plus tard dans cette table ronde sur vos secteurs favoris justement chez Investir. Alors on quitte un peu le monde des banques centrales, on en a énormément parlé ces derniers mois, pour venir peut-être avec vous Nathalie sur la question des devises. On va parler aussi un petit peu des matières premières. Un mot tout de suite sur l'euro-dollar, avec un euro qui est arrivé jusqu'à 1,05 cette année. Est-ce que ça vaut encore le coup de se prémunir contre peut-être une baisse encore plus forte de l'euro dans les mois qui viennent? Alors, l'euro n'est plus à 1,05, comme quoi se prémunir contre les mouvements de change, à mon avis, ça reste souvent une bonne idée en termes d'investissement. Nous, comme objectif de l'euro, on pense que la baisse de l'euro va reprendre essentiellement du fait du différentiel de politique monétaire, c'est-à-dire que, ça a été dit par William, la Fed va remonter ses taux. Ça pourra être à la fin de l'année, ça pourra être même un petit peu avant, puisqu'il y a aussi une réunion en octobre, alors que la BCE, Mario Draghi nous l'a assuré la semaine dernière, va continuer son quantitative easing au moins jusqu'en septembre 2016. Et disons qu'il s'est vraiment ouvert toutes les portes pour en faire plus longtemps si besoin est. Donc on pense que ce thème va rester fort sur le marché des changes, au-delà des variations qu'on a pu voir là encore cet été, des variations qui étaient peut-être excessives, des surréactions. Mais donc le sens pour nous de la parité euro-dollar est bien vers le bas. Bien sûr, le mouvement sera moindre que ce qu'il a été en 2014, puisque l'euro a perdu 20% face au dollar en 2014, donc on ne s'attend pas à une telle variation. Mais voir à partir des niveaux actuels, encore une fois, une baisse de l'ordre de 7 à 9-10%, ça reste possible selon nous à un horizon de 12 mois. Très bien, merci. Alors François, on revient peut-être sur une thématique que vous aviez abordée lors du précédent salon des produits de bourse, qui est celui des valeurs dollars. Est-ce que vous identifiez aujourd'hui chez Investir justement des valeurs dollars à particulièrement surveiller? Oui, c'est une thématique qu'on a beaucoup jouée et que je ne conseille plus aujourd'hui parce que justement, elle a déjà été très bien jouée. Mais il n'empêche, c'est quand même intéressant d'identifier des valeurs dites dollars parce que ça peut être un argument boursier qui permet justement de transformer une valeur en achat fort, mais ce n'est plus le principal argument. Alors, à la Bourse de Paris, on a beaucoup de sociétés qui sont exposées au dollar parce qu'ils travaillent beaucoup aux États-Unis. C'est des Alcatel, 44% du chiffre d'affaires en dollars, de l'ArcelorMittal à 24%, du Michelin à 35%, du LVMH à 25%. Du Solvay à 23%, du Sanofi à 33%. Donc toutes ces sociétés qui travaillent beaucoup en Amérique du Nord ou qui travaillent beaucoup en dollars, eh bien, elles ont annoncé des résultats semestriels assez spectaculaires. Si on prend juste l'exemple d'une société qui est Sanofi, qui fait à peu près 33% de son activité en Amérique du Nord, eh bien, Sanofi a été capable d'annoncer une hausse de ses profits de près de 16%. Et lorsqu'on retraite l'effet dollar, eh ben ces profits, ils auraient augmenté que de 3%. Donc on le voit, le différentiel est très important. Et ça, bien sûr, ça a permis d'obtenir un cours de bourse assez sympathique sur Sanofi. Mais là, on pense, comme Nathalie, que l'essentiel a été fait. Il y aura probablement encore à gagner dessus. Mais le niveau de valorisation, les investisseurs sur le marché action ont déjà bien anticipé ce mouvement. D'ailleurs, le mouvement des valeurs dollars, on l'attendait depuis des années. Ça marche très bien au premier semestre. Mais maintenant, on pense que ça devrait quand même s'essouffler un petit peu. Voilà donc pour le droit de suite sur cette thématique par rapport au dernier salon. Un mot, William, du pétrole peut-être, qui est tombé, on le voyait tout à l'heure avec Nicolas, comme un couteau qui tombe depuis l'été 2014. Aujourd'hui, il a l'air de vouloir se stabiliser sous les $50 le baril. Quels sont les facteurs finalement qu'il faudrait surveiller, qui seraient susceptibles de le faire remonter, ce baril de Brent?
La Chine. Je pense que sur 10 questions ce soir, il y a 7 fois le mot Chine qui va apparaître dans la réponse. Mais ce qu'on a vécu dans le marché du pétrole depuis un peu plus d'1 an a été une succession de 2 chocs. Il y a dans un premier temps eu un choc d'offres, comme on dit, lié bien évidemment à la production très importante venant des États-Unis et donc du coup quand même exerçant un impact sur les prix mondiaux. Et puis dans un deuxième temps, il y a eu un choc de demande lié à un ralentissement de croissance qui est devenu beaucoup plus manifeste dans certains pays. Et la dynamique plus récente confirme ça bien évidemment à mettre en rapport avec la Chine. Et donc on a une problématique où le pétrole, il dépend donc de cette conjonction d'éléments sur une toile de fond où il y a toujours une offre excédentaire. Et c'est ça qui rend l'analyse extrêmement compliquée. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a une offre qui est excédentaire. Cette offre excédentaire va disparaître au fur et à mesure qu'il y aurait une accélération assez significative de la croissance. Ça, assez significatif, ce n'est pas donné. Il faudra attendre qu'au niveau chinois, ça s'améliore un peu. Donc, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, il ne faut plus voir ça au milieu de l'année 2016. Ce qui peut également aider pour gommer cette offre excédentaire, c'est qu'on arrêterait d'investir davantage dans des capacités de production. Donc là, la bonne nouvelle pour ceux qui aimeraient avoir un pétrole un peu plus élevé, c'est que la nouvelle production aux États-Unis, les nouveaux gisements, ils ont un coût break-even qui est maintenant au-dessus du prix du pétrole. Donc ça veut dire que pour les producteurs, ça n'a pas de sens d'augmenter leur production parce qu'ils vont perdre de l'argent. Par ailleurs, il y a quand même un effet de ciseau qui se manifeste chez certains producteurs aussi, lié au fait que le pétrole bas pèse sur leur rentabilité, provoque une détérioration de leur notation, le coût de financement devient plus cher, etc. Donc, quand j'en discute avec nos spécialistes matières premières de BNP Paribas, ils me disent qu'ils regardent plutôt les États-Unis comme constituant une sorte de frein dans cette dynamique de l'offre du marché du pétrole. Et c'est une variable, on peut dire oui, ça joue à la marge, mais finalement, le cours du pétrole, dans une grande mesure, comme le cours de beaucoup de classes d'actifs d'ailleurs, est dicté par ce qui se joue à la marge. Et donc ça devrait être un facteur de stabilisation du marché suivi d'une remontée graduelle des prix de pétrole. J'ai dit d'une manière spontanée la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est un autre facteur. Là, on ne regarde plus l'offre, on regarde la demande. Et donc, le jeu qu'on a vu, il est très rationnel d'ailleurs, c'est que face à ce ralentissement chinois, face à tous ces défis que connaît le pays, etc., on a assisté à une très forte chute des matières premières. Ceci a eu des impacts sur les devises des pays qui exportent des matières premières, sur la conjoncture dans ce pays, etc. Donc, le jeu consistera vraiment à anticiper à quel moment la Chine va se stabiliser et soudainement, les perspectives pour ceux qui ont quand même été tirés vers le bas, y compris le pétrole, ces perspectives deviendront dans une perspective de moyen terme plus alléchante. Et donc, ça va être le facteur. Donc, il y a 2 éléments à suivre. La production aux États-Unis, a priori, ça devrait être un facteur graduellement de soutien au marché du pétrole parce que la nouvelle production va être beaucoup plus limitée que par le passé. Et puis donc le comportement chinois. Alors, si on reste sur cet actif, qu'est le pétrole, peut-être un mot, François, du secteur pétrolier et du secteur parapétrolier sur le marché français. On n'en a pas parlé encore ce soir. C'est un secteur qui, évidemment, connaît des difficultés aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent pour la fin de l'année sur ce secteur ? Oui, il y a quelques tendances. Je rajouterais juste dans l'équation de William le rôle de l'Arabie Saoudite. On ne sait pas jusqu'à quand ils peuvent tenir avec un prix aussi bas. Donc les prix du pétrole, ça peut se retourner très rapidement parce qu'il y a une constituante géopolitique. Ceci étant dit, il y a 2 classes d'actifs, bien sûr. C'est les grandes majors pétrolières et le parapétrole.
Ce qu'on peut voir, si on prend l'exemple en France de Total, eh bien Total, bien sûr, il a un cours qui a souffert avec la chute des cours du pétrole. Mais quand on regarde les comptes du deuxième trimestre, on a observé, bien sûr, un effondrement de 40% des cours du brut, mais une baisse de seulement 2% des profits. Et donc, ça montre que les grandes compagnies pétrolières ont la capacité aujourd'hui de tenir avec des coûts du pétrole bas, voire très bas. Et donc ça, c'est plutôt pour moi un signe de confiance et j'aurais envie plutôt d'acheter ce genre de société et d'être un petit peu contrariant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a une bourse qui est quand même plutôt à son prix. Donc c'est bien d'avoir des sociétés qui décotent un petit peu et avoir du Total en portefeuille qui est capable, parce qu'ils préservent leurs bénéfices, de distribuer un rendement, un dividende généreux qui procure un rendement de près de 5, 6, voire un peu plus, je pense que c'est très, très intéressant. Donc moi, je suis plutôt confiant sur le pétrole, donc c'est plutôt un discours contrariant qui n'est pas du tout dans le consensus. En revanche, je suis très noir sur le secteur parapétrolier parce que c'est la conséquence. Les compagnies pétrolières arrivent à défendre, à protéger leurs bénéfices parce qu'ils coupent énormément dans les investissements. Il y a eu beaucoup d'investissements au cours d'une décennie. Tant que le pétrole, de toute façon, c'est mécanique. Les cours du pétrole montent, les compagnies investissent. Les cours du pétrole baissent, elles coupent les investissements. Et que lorsqu'on coupe les investissements, le secteur parapétrolier, eux, ils souffrent. Et ils souffrent durablement, même s'ils ont des carnets de commandes. Les commandes, elles sont repoussées, elles sont annulées, même s'il y a des indemnités, etc. Donc, il ne faut pas du tout regarder le carnet de commandes d'un tel ou d'un tel. Ça ne veut pas dire grand-chose quand il y a des grands mouvements comme ça. Donc, j'ai envie de dire, il faut plutôt être à l'écart du secteur parapétrolier et de se réserver dans son portefeuille des valeurs pétrolières parce qu'on ne sait pas. Déjà, il y a le rendement qui permet d'attendre de meilleurs jours. Et puis, il y a cette dimension un petit peu politique où, comme l'a dit William, ça joue vraiment sur la marge. Donc, ça peut repartir très, très vite, même si on est sur une croissance mondiale aux alentours de 3%. Ça peut bouger très vite. Et là, on l'a vu, des compagnies comme Total quand même arrivent à faire du très bon travail en réduisant leurs investissements. Alors, on a beaucoup parlé des banques centrales, on a parlé de l'euro, du dollar, du pétrole. Nous sommes malgré tout à Paris, donc il est temps de passer maintenant à la France. Un mot peut-être, William, sur la conjoncture macroéconomique française. On sait que le deuxième trimestre a vu une croissance nulle après un bon premier trimestre. Là, je vous pose vraiment cette question. La reprise en France est-elle là ? Oui, elle est là, mais pas à la même hauteur que dans d'autres pays européens, malheureusement. Il y a une abondance de couleurs et de lignes, etc., sur le tableau. En fait, il ne faut pas trop se focaliser sur la croissance au deuxième trimestre, qui en fait, il faut regarder le premier et le deuxième ensemble. Et donc là, parce qu'il y a eu un certain transfert d'activité d'un vers l'autre. Ce qui est important, c'est la ligne. Donc la ligne, le pointillé et la ligne solide ici montrent quand même qu'il y a une pente positive, ça monte. Ce sont des indicateurs cycliques, comme on dit, des indicateurs avancés qui nous disent un peu ce que devrait être la conjoncture d'ici quelques mois. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une dynamique qui bien évidemment, est alimentée par l'ensemble de facteurs qui influencent l'économie en zone euro dans son ensemble. Les taux extrêmement bas, facilité d'accès au crédit, l'euro faible, le pétrole qui est bas, facteur de soutien pour la consommation d'ailleurs, et aussi une perspective d'une certaine amélioration de l'investissement des entreprises, tout simplement parce que les économies se tiennent un peu mieux et donc du coup les entreprises seraient forcées à investir davantage. Sur cette toile de fond européenne, il faut mettre des nuances françaises. C'est-à-dire qu'au niveau consommation privée, le pétrole a beaucoup aidé, ça on a très clairement vu en début d'année. Il est quand même grand temps qu'on voit une amélioration au niveau du marché de l'emploi, parce que c'est justement ce facteur-là qui va doper dans une certaine mesure l'évolution du revenu des ménages et donc du coup soutenir la consommation. Il est aussi important qu'au niveau de l'investissement des entreprises, il y a quelque chose qui se passe. On n'a pas à se plaindre d'ailleurs, mais le sujet au niveau de l'investissement, ce n'est pas une absence de volonté, ce sont deux autres facteurs. Un, il y a la marge. La marge, lorsqu'on la regarde d'un point de vue macroéconomique,
des entreprises françaises sont nettement inférieurs au niveau qu'on voit dans d'autres pays européens, par exemple en Allemagne. Donc en niveau, on est à un niveau qui est bas. La bonne nouvelle, c'est que les marges reprennent, les marges s'améliorent. Donc ça, normalement, devrait être un facteur de soutien pour l'investissement. L'autre point, c'est l'incertitude. Alors l'incertitude, c'est quelque chose qui est très important, mais c'est très difficile de se faire une idée de qu'est-ce que ça veut dire exactement, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est faible, etc. Il suffit de regarder la volatilité boursière, on en a parlé, il suffit de regarder la volatilité des marchés de devises, il suffit surtout de regarder le comportement, encore la Chine et d'autres pays, pour se dire, une entreprise qui est là devant une décision de est-ce que je vais m'engager à long terme en investissant sur 5 ans, 10 ans, que sais-je, est-ce que je vais prendre cette décision aujourd'hui ou je vais attendre 6 mois afin de voir plus clair au niveau chinois, je pense qu'il y a un risque qu'il y aura donc une sorte de décision de reporter un peu ces décisions afin de voir plus clair. Et donc c'est un facteur que nous avons clairement intégré dans nos analyses, que cette incertitude va jouer. D'ailleurs, c'est pour cette raison aussi, y compris aussi d'ailleurs à cause de l'impact à la baisse sur l'inflation, la perspective de l'inflation en Europe, que nous estimons que la Banque centrale européenne va faire plus en termes d'assouplissement quantitatif, quelque chose qui sera vraisemblablement annoncé au mois de décembre. Donc en résumé, la France, comme les autres pays en zone euro, bénéficie d'un ensemble qui, il faut remonter bien loin dans l'histoire pour avoir un ensemble de facteurs aussi favorable. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La spécificité française, c'est qu'on est plus lent pour redémarrer que d'autres pays. Il y a la problématique du marché de l'emploi, important pour la confiance des ménages et pour les dépenses des ménages. Il y a la problématique de l'investissement, où surtout, ce sont les marges. Et puis aussi, ne l'oublions pas, au niveau des exportations, il y a quand même eu un recul tendanciel des parts de marché. Donc ça veut dire qu'il y a quand même certains défis importants auxquels nous sommes confrontés, qui, dans la mesure où on arriverait à mieux, comment dirais-je, à les influencer dans le bon sens, permettraient au pays de croître un peu plus vite qu'on l'imagine pour les mois à venir. Une affaire à suivre. Pour conclure cette table ronde, un mot, Nathalie, peut-être, sur l'allocation sectorielle qu'il faudrait avoir pour les mois qui viennent pour bien terminer cette année 2015. Oui, nous, plutôt qu'une allocation sectorielle, ce qu'on a choisi de mettre en avant cette fin d'année, depuis quelques mois maintenant, c'est une préférence pour le thème de la croissance domestique en Europe, d'une manière générale. Alors, pas forcément en France, effectivement, mais en Europe. Et nous illustrons ce thème par une préférence pour les petites capitalisations plutôt que pour les grandes. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'écart des grandes capitalisations européennes, bien évidemment, mais nous avons un petit tilt, si j'ose dire, vers les petites capitalisations pour deux raisons. Donc des entreprises dont l'activité est moins exposée à l'extérieur et moins exposée aux pays émergents. Et aussi, finalement, des entreprises, la composition de l'indice donne une exposition plus cyclique à ces petites capitalisations plutôt qu'aux grandes. Et ça nous paraît bien correspondre à la situation telle que nous l'analysons. Donc voilà, c'est ce thème, encore une fois, qu'on choisit de mettre en avant plutôt que des thèmes sectoriels précis en ce moment. Alors, François, le mot de la fin sera pour vous. Je ne sais pas si vous partagez cette analyse de Nathalie. Et surtout, chez Investir, quelles sont vos pistes d'investissement pour la fin de l'année ? Je partage tout à fait l'opinion de Nathalie. Je pense que la thématique n'est pas terminée, mais elle a déjà commencé à bien opérer des valeurs dites domestiques, très présentes en France et en Europe, que ce soit des grandes valeurs ou des petites. À cette thématique développée par Nathalie, j'en rajouterai deux, celle des banques. On le voit, le marché du crédit repart en Europe et donc la banque de détail devrait bien se comporter à l'avenir. Et puis, comme on est dans un monde où il y a un peu moins de croissance que prévu, donc voilà, comme on est dans un monde où il y a un peu moins de croissance que prévu,
les entreprises qui ont plutôt des bilans extrêmement sains, eh bien, elles sont encouragées à faire des grandes opérations d'acquisition, fusion, acquisition. Et ça, bien sûr, c'est très bon pour les banques d'affaires qui prennent de généreuses commissions. Donc on a les deux moteurs qui fonctionnent bien, que ce soit le crédit et puis la partie banque d'affaires. Et puis la troisième thématique, c'est la thématique des valeurs dites de croissance. Puisque la croissance est rare, eh bien, elle doit être extrêmement bien rémunérée. Et donc les sociétés qui sont capables d'afficher des taux de croissance à 2 chiffres, eh bien, elles vaudront encore plus cher, même si aujourd'hui elles sont bien valorisées, elles vaudront encore plus cher dans les mois ou les trimestres à venir. Et je pense à des sociétés comme Essilor, qui a fait un début d'année exceptionnel. Je pense à Téléperformance, je pense aux maisons de retraite comme Orpea. Je pense à toutes ces valeurs-là qui, aujourd'hui, sont certes bien valorisées, mais je pense qu'on est dans un monde où la croissance devrait être molle. Quand on regarde historiquement les États-Unis, peut-être mot de la fin, historiquement les États-Unis, quand ça marchait bien, on était plutôt sur un taux de croissance de 3%. Je ne sais pas ce qu'en pense William. Maintenant, aujourd'hui, quand les États-Unis vont bien, eh bien, on est plutôt sur un taux de croissance à 2%. Et je pense que les taux de croissance qu'on a vus en Chine à 2 chiffres, on n'est pas prêt de les revoir. Et donc, il faut s'adapter. Mais la bourse a les moyens de s'adapter et de trouver de nouvelles pépites. À nous de les détecter. Merci beaucoup à tous les trois pour cette expertise et l'éclairage que vous nous avez apporté. Et bonne soirée.